Lorsque le catharisme va apparaître, au départ, c'est la petite noblesse locale qui va adhérer très vite à cette nouvelle religion, et notamment les femmes. Et ensuite, la diffuser. À l'origine de toutes les grandes familles cathares, on retrouve une mère ou une grand-mère, voire une tante, qui a éduqué toute la famille au catharisme et qui a transmis cette religion. L'Église cathare a ouvert son Église aux femmes comme aucune autre Église ne l'avait déjà faite auparavant. Ce catharisme, qui est un christianisme originel, paléochristianisme empreint de gnose, fait référence très certainement aux premières communautés chrétiennes où les femmes étaient acceptées, avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Donc cette religion cathare, en faisant un retour aux sources, a peut-être tout naturellement ouvert la porte aux femmes, ce qui était pour elles une normalité que l'Église romaine avait déjà perdue. Mais nous savons que dans les premières communautés chrétiennes, il y avait des femmes. Et que ces femmes-là étaient souvent sur le même pied d'égalité que les hommes. Donc on peut penser que les cathares qui veulent revenir aux sources du christianisme ont compris cela, ont compris que la femme avait un rôle dans l'Église et qu'elle devait tenir ce rôle-là. Ces femmes-là, qui vont vivre dans les domus en petites communautés, rarement plus de 12 personnes, généralement ces femmes étaient souvent propriétaires de leur propre maison, ou alors c'était la propriété de l'Église cathare. Elles ne sont pas coupées de leur famille. Nous voyons même des femmes qui peuvent recevoir leurs proches, pourquoi pas même l'époux qu'on a quitté, puisqu'on vit dans cette maison communautaire, mais qui va pouvoir venir nous visiter, qui va pouvoir partager un repas avec nous. C'est véritablement des lieux de sociabilité. Tout en conservant une vie familiale, on peut avoir une vie religieuse. Et ça, c'est la force du catharisme. C'est-à-dire qu'une femme qui devient parfaite et qui a encore des enfants en bas âge peut continuer à les élever au sein de sa maison religieuse avec sa compagne ou avec ses compagnes. Mais également élever, pourquoi pas, leurs petits-enfants, leurs neveux. Donc c'était véritablement des lieux d'éducation. Elles ont eu ce rôle-là. Alors, on ne va pas éduquer ces enfants à la religion cathare, mais on va les amener petit à petit à cette foi cathare. Et d'ailleurs, on constate que la majorité de ces enfants, petits-enfants ou neveux, plus tard, deviendront des fervents défenseurs de la religion cathare et très souvent croyants ou croyantes, parfois certains parfaits ou parfaites. Nous savons également que ces femmes, dans ces maisons de parfaites, apportaient des soins aux nécessiteux, aux malades. Les femmes pouvaient recevoir les malades, s'en occuper, les soigner, de recevoir les voyageurs, les visiteurs. Ce sont véritablement des lieux ouverts, ces maisons de parfaites. Ces maisons avaient des rôles d'hospices, d'hôpitaux et pourquoi pas de maisons de retraite. Et ça, c'est la force du catharisme, où on reçoit aussi bien ceux qu'on soigne, ceux qu'on va éduquer, mais aussi les visiteurs et également des parfaits qui vont venir prêcher, qui vont venir apporter la bonne nouvelle. C'est vraiment des lieux d'échange et de partage. Il y a bien dans l'histoire du catharisme des femmes importantes, Esclarmonde de Foix, qui était donc appartenait à la haute noblesse, qui a eu une communauté de femmes à Pamiers et qui d'ailleurs, lors des débats de Pamiers entre parfaits et membres de l'Église catholique romaine, est intervenue dans les débats. C'est-à-dire que les cathares ne trouvaient pas inconvenant qu'une parfaite intervienne dans un débat, alors que l'Église catholique romaine, généralement, l'interdisait. Elle est intervenue. Et d'ailleurs, le frère Étienne l'a renvoyée en lui disant « Madame, il ne sied pas que vous participiez à ce genre de discussion, retournez à votre quenouille ». En gros, ce sont les termes. Nous avons également Philippa de Foix, femme du comte de Foix, qui va organiser et qui va diriger une communauté de femmes à Dun. Elle va quitter son mari alors qu'elle n'est pas veuve. Elle va rentrer dans les ordres cathares. Nous avons Fournière de Péreille, la mère de Raymond de Péreille, à Montségur, qui va aussi, alors qu'elle n'est pas encore veuve, rentrer dans les ordres cathares, ce qui prouve que c'est une véritable vocation, et qui va donc avoir une maison à Lavelanet et à Mirepoix, et ensuite qui va s'installer à Montségur, dans le Castrum. Alors on a un autre exemple de Guiraude donc de Lavore, dame Guiraude, Géralda, qui va
à la mort de son mari, qui va devenir d'ailleurs seigneur très certainement de Lavaur, c'est elle qui va diriger la défense du castrum de Lavaur. C'était une très bonne croyante, elle était réputée pour recevoir, loger, nourrir les cathares. On disait qu'elle avait une bonne foi, c'était une femme de bonté. Son frère, qui viendra à son secours durant le siège de Lavaur, Emery de Montréal, avec 80 de ses chevaliers. Malheureusement, lorsque le castrum va tomber aux mains des croisés, le frère et ses 80 chevaliers seront égorgés au mépris des lois de la chevalerie, et en même temps, Dame Guiraud sera livrée à la soldatesque, jetée vivante dans un puits qu'on va murer ensuite. Et d'ailleurs, dans toute la littérature occitane, on va faire état de ce crime odieux que les Occitans vont garder en mémoire.